Bonjour Johan. Bonjour. Alors nous sommes là pour faire une investigation qui est numéro 124. Donc tu ne connais pas le sujet. Mmh. Oui. La session d'investigation se fait en deux parties. Une première partie fixe avec des questions fixes et puis une exploration plus libre en seconde partie. Et l'investigation se fait dans différents pays. Voilà, donc on va faire celle-ci pour aujourd'hui. Es-tu prête? Oui. Tu préfères que je compte de 10 à 1 ou de 5 à 1? Du 5 à 1. 5 à 1. OK. Alors je te laisse t'installer confortablement. Tu prends une grande inspiration. Et je vais compter de 5 à 1 et tu vas descendre de plus en plus profondément. 5. Tout ton corps se relâche, se détend. Et tu descends de plus en plus profondément. 4. Tout ton corps se relâche et tu restes dans tes plus belles fréquences. 3. Comment te sens-tu, Johan? Ça va, Comment sont tes énergies? ça va. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi à ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie et dis-moi quelle est la première information que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Je visualise, je sais pas, c'est une sorte de machine avec des grilles qui sont devant ces machines. Ok. Ils essaient de les faire marcher, je sais pas ce qu'ils font. Visualises-tu autre chose?
Ils essaient d'obtenir des informations. D'accord. Ils sont plusieurs. Combien de personnes? 3. Ok. Souhaites-tu apporter d'autres précisions? Non, ils ont l'air d'être un peu, pas frénétiques, mais presque. D'accord. Ils s'agitent. Ok. As-tu d'autres informations sur cette première question? Non, c'est tout ce que je vois. Ok. Perçois-tu ou visualises-tu des symboles? Oui ou non? Alors, quand tu m'as juste parlé de symbole, j'ai vu un cercle qui semble un peu une rune. Un cercle avec par-dessus une sorte de vague en, en 3. C'est-à-dire qui monte jusqu'à un petit peu à l'intérieur du cercle, qui redescend au milieu, qui remonte sur l'autre extérieur, qui redescend de l'autre côté. D'accord, un cercle avec 3 vagues au-dessus. Mais pas des vagues pointues, pas des vagues rondes. D'accord. Ok. Y a-t-il d'autres symboles? Non, celui-là? Alors, Que représente-t-il? C'est la troisième question. Si tu voyais d'autres symboles, tu m'as dit celui-là. celui-là, je sais pas, c'est une sorte de connexion au savoir, quelque chose comme ça. D'accord. Et il y en a un autre, mais que je vois pas bien. Il ressemble à un petit peu une flèche, mais c'est pas vraiment une flèche. Euh, c'est un trait qui monte, qui est cassé, qui va sur la droite. Et puis sur ce trait, il y a une sorte de flèche qui vient, mais ça fait comme ça, et une sorte de flèche qui vient comme ça et comme ça, par-dessus. Ok. Que représentent-ils, ces symboles? Hem, Ça permet aux personnes de se reconnaître, pour celles qui travaillent sur cette expérience. Ça représente justement la connexion au savoir, quels que soient les plans. En fait, D'accord. comme si c'était une sorte d'échange de savoir, entre le plan de la matière et un autre plan. D'accord. Question suivante. Ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie est-il lié au projet Rainbow? Oui, Oui, non, partiellement. j'ai la réponse oui. Ok. Quels sont les objectifs que tu perçois de cette expérience? Mmh. Il y a une histoire de pouvoir là-dedans. C'est une histoire de connaissance pour le pouvoir. Hem, c'est que, c'est c'est comme si dans une autre dimension, ils voulaient avoir plus de connaissances pour, acquérir davantage de pouvoir. Plus de pouvoir. Perçois-tu autre chose sur cette question?
Non, mais c'est un pouvoir, mais c'est pas quelque chose de lumineux. Ok. Question suivante. Qui sont les principaux protagonistes de l'expérience de Philadelphie? Alors je vois, il y a des humains qui sont, juste passionnés par ce qu'ils font et qui se rendent pas compte à quel point ça va servir. Là j'ai vu des grilles, mais D'accord. qui voient pas qui se rendent pas compte à quel point ça va servir, heu, d'autres dimensions, mais qui ne veulent pas du bien. Vois-tu d'autres protagonistes que les humains et les gris? Je vois c'est des entités qui sont extraterrestres. Ok. Hem, Ok. Alors, à la question suivante, maintenant, connecte-toi à cette information. L'expérience de Philadelphie est une prétendue expérience secrète menée par la marine américaine dans les chantiers navals de Philadelphie, États-Unis, le 28 octobre 1943. Si tu veux, je répète la question. je veux bien. Maintenant, connecte-toi à cette information. L'expérience de Philadelphie est une prétendue expérience secrète menée par la marine américaine dans les chantiers navals de Philadelphie, États-Unis, le 28 octobre 1943. OK. Alors, ça n'empêche, ouais, mais c'est quand même la même chose que je vois, même si c'est relié au chantier naval. Il y a quand même là-dedans des gens qui sont, qui ont envie de savoir, qui ont envie de comprendre, qui ont envie de il y a quelque part, des gens qui sont, avides de savoir, de comprendre et qui se font manipuler et alors je vois pas bien le rapport avec un chantier naval là pour l'instant. D'accord. Perçois-tu ces informations supplémentaires comme réelles? Oui, non ou partiellement? Celle que tu viens de me donner? Oui, Partiellement. En fait, je perçois que le chantier naval, c'est peut-être qu'effectivement c'était le lieu où ça se passait, mais c'est pas ça le fond de ce qui se passe dans cette expérience. C'est peut-être, effectivement le lieu où ça a été accueilli pour la faire, mais d'accord. Grâce à ces informations que tu viens de donner, perçois-tu autre chose à cette histoire? ouais, oui. Hem, Bah, ces scientifiques, qui ont envie de connaître, de savoir,
il y a d'autres personnes en dessus de ces gens-là qui savent une partie en tout cas de ce qui est recherché réellement. Et ces personnes-là ne sont pas forcément bien intentionnées et se doutent qu'il y a quelque chose de plus en relation avec des extraterrestres ou une autre dimension. D'accord. Question 12. Le 28 octobre 1943, le destroyer d'escorte de la marine USS Eldridge serait électroniquement invisible pour les appareils ennemis et serait téléporté à 600 km du port de Norfolk, en Virginie, apparaissant environ 15 minutes en arrière. Que perçois-tu à ce sujet? Ouais. En fait, ce que je perçois, c'est que effectivement, ils l'ont fait en grand, mais dans leur laboratoire, avant, ils l'ont fait plein de fois. La même chose, mais pour des plus petits objets. D'accord. Et c'est comme si c'était... Alors, je cherche... J'ai là fausse manip. C'est peut-être pas un destroyer entier qui voulait viser en faisant ça. Mais c'est ce qui s'est passé finalement. D'accord, intéressant. Vois-tu autre chose sur cette question? Ou sinon, je passe à la question suivante. Non, c'est bon. Amont 3 va au moment précis de la disparition et décrit ce que tu visualises ou ce que tu perçois. 1, 2, 3. C'est comme si il y avait d'abord une sorte d'ouverture qui se faisait dans l'espace-temps. Et c'est d'abord toute l'énergie du destroyer, tout ce qu'il y a dedans qui s'engouffre dans ce cercle. Et ensuite, le fait que l'énergie s'engouffre en premier, ça désagrège quelque part la matière. La matière va suivre d'office. Donc le fait d'abord d'aspirer l'énergie, immédiatement, par la conséquence de cette aspiration, la matière va se désagréger en quelque sorte, et puis elle va passer dans ce cercle, dans ce tube, entre guillemets, et elle va atterrir ailleurs. Et de la même façon, je regarde juste comment elle va se remettre de l'autre côté. Alors oui, je vois d'abord, il y a l'énergie d'abord qui arrive, et puis une fois que l'énergie est en place, c'est comme si l'énergie aspirait la matière, et la matière allait se reformer avec l'information de l'énergie. Ok, intéressant. Quelle instrumentation ou technique a été utilisée pour l'invisibilité? C'est ils ont ça tout se passe dans le vibratoire. Ils ont réussi à trouver des fréquences vibratoires qui permettent de rendre ça possible. D'accord. Quel équipement ou technique a été utilisé pour la téléportation?
Alors, mais je vois une sorte de... comme une antenne, une sorte d'antenne, mais avec un trou au milieu. Et cette antenne donc va émettre des vibrations. En fait, elle va, comment dire, elle doit essayer de trouver la vibration qui est en fréquence avec l'objet qu'elle veut atteindre. Et lorsqu'elle a trouvé la fréquence, elle envoie une grande puissance de cette fréquence. Et à ce moment-là, il y a le phénomène dont je t'ai expliqué tout à l'heure qui va se produire. Et l'objet va aller disparaître par le sorte de cercle qu'il y a au milieu de cette antenne. D'accord. Alors, on était sur la dernière question de la partie fixe. Donc, on va continuer en exploration libre. Donc, j'aimerais qu'on revienne justement sur cet équipement dont tu parlais, cette antenne. Mhm. Elle émet un seul type de fréquence Non, pour faire disparaître ou plusieurs? non, c'est plusieurs fréquences. Et c'est ça qui était très difficile à trouver parce que c'est un ensemble de fréquences qui vont qui vont juste tomber sur la bonne combinaison pour que ça puisse marcher. En fait, c'est un ensemble de plusieurs fréquences. Il faut qu'ils arrivent à déterminer combien de fréquences à la fois sont superposées et pour chaque fréquence, quelle est la puissance qui est nécessaire. D'accord. Et quels sont les types de fréquences? Est-ce qu'il y a des fréquences, puisque si on prend l'exemple du destroyer, qui a disparu et qui est réapparu, ça veut dire qu'il y a une fréquence qui correspond au matériel, peut-être au bateau, une fréquence qui correspond peut-être aux humains qu'il y avait dedans, aux Marines, à d'autres, comment est-ce qu'il y a différentes fréquences, que ce soit pour l'humain ou pour le matériel? Est-ce que Oui, c'est ça? oui, il y a différentes fréquences pour que ce soit être humain ou que ce soit matériel, mais en plus, même pour le matériel, c'est pas qu'une seule fréquence, c'est un ensemble de fréquences qu'il faudra additionner, Juxtaposé. juxtaposer, mais pas chaque fréquence a la même puissance. En fait, c'est comme un langage qu'on doit apprendre, qu'ils ont essayé d'apprendre avec leur expérience. Il faut apprendre pour chaque type d'objet quelle sorte de fréquence il faut. Ah non, non, je ne sais pas ce que j'ai. Là, c'est plutôt quand c'est un objet, c'est par rapport à la taille ou la masse. Il y a quelque chose qui est en rapport avec sa masse et sa taille, donc qui sont les fréquences à utiliser. D'accord. Et pour les êtres humains, c'est le même principe, mais ça va être une toute autre gamme de fréquences. Et D'accord. c'est beaucoup plus complexe pour les humains. En restant justement sur cette, téléportation entre guillemets des humains, peux-tu te prendre un exemple des humains qui ont été téléportés en même temps que le destroyer et quels ont été leurs ressentis, leurs perceptions? Comment ont-ils vécu la situation? Mmh. Peut-être peux-tu avoir une vision large ou prendre un cas particulier? Alors c'est, moi je visualise pour la personne, qu'elle sent comme si tout à coup elle devenait très faible, comme si toute son énergie s'enlevait d'elle et puis elle perd connaissance et elle est plus consciente de ce qui se passe pendant le processus. Et elle reprend seulement conscience au moment où, tout son corps s'est remis en place. Comme si elle se réveillait, comme si elle était tombée dans les pommes ou quelque chose comme ça. D'accord. Et y Mmh. a-t-il un moment de récupération délicat, indélicat? Est-ce que, Bah alors, en fait, si juste la personne au niveau de sa conscience, c'est ce dont elle se rend compte,
Mais en fait, ce que je perçois, c'est que c'est comme si ça la faisait vieillir, comme si ça, Ah, ces cellules, les cellules de la personne, c'était, ouais, ça faisait vieillir les cellules, toutes les cellules. C'est comme si on leur donnait un énorme choc, un énorme, et la personne ne s'en rend pas forcément compte, elle se sent fatiguée un peu après. Elle met un moment avant de se retrouver en phase avec son corps, mais je perçois que ces cellules ont pris quelques années, en fait. C'est comme si, ouais, elle avait vieilli, les cellules de la personne vieillissent un peu. combien d'années, puisque tu parlais d'années, de mois, peux-tu évaluer un peu le J J'ai quelque chose comme as-tu un chiffre? 1 an ou 2 ans. D'accord, C'est le OK. processus qui en fait, par le processus de lui prendre de l'énergie, on lui prend réellement l'énergie à cette personne, et même si ça se redéploie de l'autre côté, une partie de l'énergie est quand même prise. Et perdu. Ouais. OK. Est-ce que cette énergie qui est perdue est utilisée par, on va dire, la technique ou la machine? Ou est-elle utilisée ailleurs? Ou est-elle perdue? Non, en fait, c'est, comme, par exemple, quand on imagine, je sais pas, n'importe quoi, un avion qui vole, il va avoir du frottement, il y a une énergie qui est perdue à ce moment-là. Heu, donc c'est un peu le même principe. C'est que, on est obligé d'amener beaucoup d'énergie pour faire ce processus. Hem, comment expliquer ça? Mais d'un autre côté, on doit aussi en prendre à la personne qui va faire ça, pour que ça marche. D'accord, C'est juste, ce que je vois, c'est que c'est juste, c'est comme ça, personne ne l'apprend. C'est juste qu'elle doit être utilisée pour que le processus puisse fonctionner. d'accord. J'aimerais que tu reviennes sur le moment où tu as indiqué qu'il y avait plusieurs essais qui ont été faits dans le chantier naval, Oui. avec a priori des miniatures. Combien y a-t-il eu de C'était pas des miniatures, c'était, ou des objets, réels? oui, Quel type d'objet? moi Sur quel type d'expérience? Quel objet? des petits objets courants, juste pour voir, pour comprendre le processus, pour comprendre, la technique, pour l'affiner, pour la mettre au point. Et l'ont-ils fait aussi avec, autre que des objets? Ouais, des petits animaux. Quel type d'animaux? Alors je vois une petite souris, même plusieurs. Hem, je vois une sorte de cochon d'Inde ou quelque chose comme ça. Hem et je vois qu'il y a eu un volontaire, un humain. Ils ont expérimenté sur un humain, Mmh. avec un humain. Y en a-t-il plusieurs ou il y a eu un seul? Un seul. OK. Comment cela s'est passé pour lui? Il a, bah, c'est comme ce que je t'ai raconté, c'est qu'il a senti, qu'il avait son énergie, partait en fait, il s'est senti de plus en plus fatigué. C'est très rapide, hein, comme processus, et D'accord, il a perdu connaissance, et ce que je vois, c'est que, ça a jamais été pour c'est quoi? C'était un sous-marin? C'était quoi destroyer. le destroyer? C'était une erreur, enfin, c'était pas volontaire, et ils l'ont envoyé très loin, et c'était pas,
les essais qu'ils ont faits, c'était toujours dans la même pièce. Donc ils envoyaient d'un endroit à l'autre de la pièce. D'accord. Donc oui, enfin l'être humain, voilà, s'est tombé dans les pommes, s'est réveillé un peu plus loin et s'est senti pas mal fatigué. D'accord. Alors tu disais qu'ils s'étaient trompés de cible et que ça s'était Mmh. manifesté sur le destroyer. Mmh. Quel était leur objectif de téléportation? Quel objet ou quel, autre que les destroyer? Mais j'ai l'impression qu'ils voulaient même pas l'envoyer là, quelque chose. Ils voulaient pas le faire. Ils voulaient pas le faire, mais cela s'est produit? Mmh. C'était une erreur? J'ai C'est un l'impression que accident? c'est un accident, oui. OK. Quelle est la cause ésotérique de cet accident? Peux-tu aller voir Mmh. maintenant? Ouais. C'était un accident, ici sur terre, mais pas dans l'autre dimension. C'était, pour eux, c'était volontaire. C'est parce qu'ils voyaient, que les scientifiques qui s'occupaient de cette expérience n'allaient pas assez vite et ils voulaient avoir, plus de résultats, plus enfin, aller vraiment, avoir des résultats beaucoup plus probants et Quels quels sont les résultats demandés par les, «extraterrestres» entre guillemets qui géraient cette expérience de l'autre côté? Quel était leur heu, but? leur but, c'était d'envoyer, des personnes, des objets, dans leur dimension à eux. OK, pour dans quel objectif? S'en servir. OK. Quel type de d'entité ou d'extraterrestre vois-tu Je susceptible d'être intéressé par cette technique et de s'en servir? moi, je vois plus, comme un genre, d'humanoïde ou même une intelligence artificielle. C'est plus quelque chose de ce goût-là. Humanoïde, vois-tu d'autres, Je vois c'est beaucoup plus, espèces? c'est vraiment, c'est c'est une sorte d'intelligence mais, qui n'est qui est électronique plus. Électroniques. Ouais, moi je vois plus quelque chose comme de l'intelligence artificielle. Des humanoïdes mais, Contrôlée par qui cette intelligence artificielle? par des humanoïdes. OK, donc c'est leur outil. Ça fait Ouais, partie des expériences qu'ils mettent en place oui. et c'est pour téléporter, utiliser quel type de quoi ont-ils besoin? De matériel? D'humains? D'es D'animaux? Autres? d'esclaves D'accord. et je vois qu'il y a aussi, sur la terre des choses qui les intéressent. Mmh. Peut-être plus des matières premières. Donc pour eux, c'est un moyen de puiser sur terre les S ressources dont ils ont besoin. Dont ils ont besoin, oui. D'accord. Est-ce pour, la nourriture, leurs expériences, des minéraux, enfin de matières premières? Mmh. Non, c'est pas pour la nourriture. Je vois plus c'est qu'une question d'énergie pour leur fonctionnement. D'accord.
Et à part les humanoïdes, vois-tu d'autres espèces? Mmh. Je sais pas ce que ça fait là, mais je vois des tentacules de poulpe. Ah, ok, prends du recul, remonte tes fréquences, prends du recul. Oui. Bah, déconnecte de cette scène Mmh. et reviens et remonte tes fréquences. Déconnecte de cette scène. Si tu as besoin, tu peux m'appeler près de toi, chercher mes yeux, te connecter à mon énergie. Et remonte tes fréquences. Mmh. C'est OK. Ouais, c'est OK. OK. Tu parlais dans les expériences qu'il y avait des grilles. Les Mmh. grilles sont juste là pour faire le lien entre les humains et les humanoïdes et éventuellement des poulpes. Ouais, en fait, je voyais les grilles sur terre. OK. Ils travaillent en partenariat avec les humains? Heu, Ils travaillent à leur insu. D'accord. Ils les dirigent, ils les contrôlent. Que perçois-tu? Non, non, c'est pas ça, c'est que, ils sont là pour aller extraire, des ordinateurs ou des appareils, toutes les données qui peuvent être intéressantes. D'accord. Est-ce que cette expérience a été, créée dans la tête des humains pour aider justement les extraterrestres à avancer sur le sujet? Je vois pas ça comme ça. Ah non. Alors que perçois-tu? Ah non. Effectivement, elle est née dans la tête des humains, mais elle leur a été soufflée Ouais, alors par ces extraterrestres. Mais les humains, même une partie de la technologie utilisée leur a été soufflée, mais d'accord, à leur insu. d'accord, C'est des humains qui sont pas tout seuls, mais d'accord, ils oui, le savent pas. d'accord. Beaucoup d'interférences. Oui, OK, tous. OK. Est-ce qu'il y a eu d'autres, hem, après cet épisode, de disparition de destroyers, y a-t-il eu d'autres expériences qui ont été menées sur Terre, Non, du même ordre? non, pas Non? pas par cette équipe en tout cas, parce que ça en tout cas cette équipe-là a dû s'arrêter parce que ça a alerté les gens. Ça a été trop visible. De quelle façon ça a été visible? Parce qu'avant, seulement les gens qui étaient dans le laboratoire savaient ce qui se passait. À partir du moment où ils ont fait ça sur le destroyer, plus de gens Il y a étaient eu au courant. ça Donc s'est ils vu, Ça s'est vu, donc ils ont du tout arrêté à cet endroit-là. d'accord. Ont-ils continué ces expériences en dans les chantiers de Philadelphie ou ailleurs? Ailleurs. OK. Cela s'est déporté où? Mmh. Hem, Moi je vois ah mince, en Alaska. D'accord. En quelle,
Dans les bases souterraines, dans les bases ciel ouvert? Que perçois-tu en Alaska? J'ai l'impression que c'est pas un seul endroit unique. Il y a Et plusieurs endroits. ouais. Du coup, j'arrive pas à déterminer si c'était à ciel ouvert ou. En fait, tout ce que OK, je sais, c'est que c'est toujours resté secret. d'accord. OK, Donc, si c'était à ciel ouvert, c'était dans des endroits suffisamment isolés pour que personne ne les voie. d'accord. Ont-ils continué ces expériences toujours Ouais. sur des matériels, Ouais. aussi sur les humains, Mmh. sur des êtres vivants? Sur les êtres vivants. Plus sur les êtres vivants? Mmh. Oui. OK. Est-ce que cette technique a été utilisée par la suite chez les humains, Chez les extraterrestres. chez les extraterrestres? OK. J'aimerais revenir sur les symboles que tu nous as un petit peu précisés tout à l'heure. Donc il y avait 2 types de symboles. Ces symboles étaient utilisés par qui? Par les humains? Alors, Par les extraterrestres? par les 2. Sur des uniformes? Sur des dossiers? À quels endroits étaient-ils utilisés? Moi, je les vois sur des documents. Sur les documents. Essentiellement sur les documents? Je vois sur terre sur des documents et chez les extraterrestres, j'arrive pas à c'est, chez les extraterrestres, je le vois en relief. Mais je sais pas à quel endroit ça se situe, mais comme si c'était en oui, en relief. D'accord. Su sur eux? Non, sur, ce qui les entoure D'accord. et alors les humains qui utilisaient ces signes, ne savaient pas forcément ce que ça voulait dire. On leur avait dit d'utiliser ça pour ce projet. Mais en fait, c'est encore une information qui leur a été soufflée par les entités qui étaient sur eux. D'accord. Est-ce que cette technique ou ces appareils ont été améliorés par la suite, suite à cette expérience, accidentelle par les humains? Hem, je j'ai l'impression que, ils ont réussi de plus en plus à être de plus en plus précis sur ce qu'ils faisaient, affiner de plus en plus. Hem, et puis du coup, l'erreur qui a eu lieu, n'a il peut plus y avoir d'erreur comme ça. Mais, et c'est marrant parce que je vois au niveau des extraterrestres, quand ils ont repris la technique, ils ont pas besoin de tout ce matériel.
Ils ont compris le fonctionnement. Et ils l'ont adapté à leur technique. Ouais, Ils ont pris les principes fondamentaux et ils l'ont adapté avec leur technique. c'est ça. Ok. Et ils s'en servent Oui, actuellement. oui, Ok. Dans n'importe quelle partie du monde. oui. Est-ce qu'il y a des zones plus appropriées où ils l'utilisent? Mmh. J'arrive pas à avoir l'information. Ok. Vois-tu d'autres informations qui te viennent ou que tu visualises par rapport à ce sujet? Hem, Ce que je visualise, c'est que les personnes qui travaillent sur ce sujet, heu, sont toutes enfin, qui travaillent sur ce projet maintenant dans la continuité, Oui, sont toutes, elles ont toutes un grille, qui les contrôle d'accord. Toutes. pour pour mener à bien leur expérience et pour s'assurer, que ça ne fuite pas et en fait que c'est toujours dans l'intérêt des extraterrestres. Et ces grilles sont tous raccordés à des humanoïdes ou Oui, éventuellement poulpes. oui. Ok. Et dans la hiérarchie de ces personnes qui travaillent en direct sur ces expériences, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, est-ce qu'ils sont eux aussi sous contrôle, sous interférence? Oui, mais pas que celle-là. C'est-à-dire, précise? Hem, alors je sais même pas s'ils ont des grilles, pas forcément en fait, ils ont d'autres interférences. Quel Hem, type d'interférence? je sais pas, mais il y a quelque chose, sur ces gens qui dirigent, quelque chose de beaucoup plus bien plus sombre. Prendre du recul, prendre la distance, Johan. Mmh. Remonte tes énergies. Parce qu'ils Vraiment. s ils se ils sentent très bien que c'est pas dans un but lumineux qu'ils font ça et Oui, c'est une mise sous contrôle de, des informations ou des vivants terrestres qui est sous mmh, contrôle des extraterrestres, c'est ça? Est-ce cela? non, non, parce que les dirigeants n'ont pas forcément cette notion d'extraterrestre, mais ils ont cette notion de vouloir du but de l'expérience de contrôler, de pouvoir et ça, ils l'ont et c'est pas lumineux du tout et et pour ça, ils sont interférés eux aussi pour continuer dans cette direction. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment tout un système de contrôle global. Mmh. Ouais. Déconnecte-toi de ces personnes, déconnecte et remonte tes fréquences. Remonte-les. Cherche-moi si tu as besoin.
dis-moi comment tu te sens. Très bien. Je te sens un peu fatiguée. Es-tu prête à terminer cette session? Oui. Alors on va rentrer. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu pourras ouvrir les yeux et être dans l'ici et maintenant. Pour l'instant, on est sur le 1. Tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant. 2. Tu remontes tes énergies dans tes plus belles fréquences. Et toutes ces énergies, ces belles fréquences rayonnent dans toutes tes cellules. Tout ton corps est en parfaite harmonie. Dans toutes les plus petites parcelles de cellules. Tout ton corps est détendu, relâché et dans tes plus belles énergies. 3. Tu es ici et maintenant dans tes énergies et tu peux ouvrir les yeux. Comment te sens-tu, Joanne? C'est bien. Ça va. Était-ce un beau voyage? Ouais, oui, sympa. Sympa, avec des passages un petit peu particuliers apparemment. Ouais, non, ça va. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette session et ben, à très bientôt. À bientôt et merci. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche
due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.